Le stress va être qualifié d'excessif lorsqu'il devient trop fréquent, trop prolongé ou trop intense. Il pose alors problème parce qu'il peut nuire à notre fonctionnement et entraîner une grande souffrance. On parle du coup d'anxiété plutôt que de stress. Alors, attention, ça arrive à tout le monde de ressentir du stress de façon un peu excessive par moment, mais lorsque ça se répète, l'impact peut devenir significatif et peut devenir un vrai problème de santé comme ici dans le TPA. Lorsque le stress est trop élevé, on parle souvent de mauvais stress. En réalité, c'est que le niveau de stress dépasse notre capacité à le gérer à un moment donné. C'est la notion de stress dépassé. Je dis à un moment donné parce qu'un même événement à un autre moment peut être géré différemment, par exemple selon notre niveau de fatigue. Dans le cas d'un stress dépassé, le stress ne nous aide plus mais au contraire nous met des bâtons dans les roues. Par exemple, en entraînant de l'excitation psychomotrice, c'est une agitation volubile, non coordonnée, qui du coup n'aide pas à agir. Il peut aussi provoquer la fuite panique individuelle. C'est que la personne n'écoute pas et fuit en bousculant tout ce qui se trouve sur son passage. C'est un comportement qui n'est pas raisonné et pas forcément efficace, parce que les gens peuvent même courir dans la direction du danger au lieu de s'en éloigner. Il peut également entraîner la sidération. C'est lorsque l'on reste figé physiquement et ou mentalement, et c'est assez fréquent. La sidération, en fait, fait partie des comportements classiques en réponse au stress, comme le fait de fuir ou de combattre. On parle de fight, flight or freeze. Ce comportement n'est effectivement pas toujours adapté, c'est pourquoi il se retrouve ici dans les comportements en cas de stress dépassé. Pourtant, il peut aussi être utile. Alors, on voit assez bien l'intérêt de s'enfuir ou de combattre en cas de danger, alors que pour le freezing, c'est moins évident. Le freezing, le fait de figer sur place, va être utile car nous sommes moins visibles lorsqu'on est immobile que si on court de partout, surtout en criant. Ce comportement peut aussi aider à se faire passer pour mort. Ce comportement peut donc être utile ou inadapté selon la situation. Au-delà du stress dépassé, il faut savoir que l'anxiété excessive peut avoir différentes origines. Nous avons déjà parlé des affections médicales, mais comme je vous l'ai déjà dit, ça reste plutôt rare. Il peut aussi provenir de problèmes de consommation, d'alcool, de drogue ou de certains médicaments, ce qui est fourbe parce que c'est souvent des substances utilisées justement pour s'apaiser. On peut aussi citer les difficultés d'adaptation ou encore la dépression, et bien sûr les troubles anxieux. Pour ce qui est des troubles anxieux, il en existe plusieurs et le trouble panique, avec ou sans agoraphobie, qui est le sujet de notre formation aujourd'hui, en fait partie. Le TPA est donc bien un trouble anxieux, contrairement à l'attaque de panique. Et non, ça ne veut pas dire que vous êtes fou, soyez tranquille. Les troubles anxieux sont très fréquents et touchent environ 21% de la population à un moment ou un autre de leur vie. Les troubles anxieux touchent 2 fois plus les femmes que les hommes, et la fréquence est variable selon le trouble anxieux. Vous pouvez voir sur le tableau ici les différents troubles anxieux et leur fréquence. Après cette grande parenthèse sur le stress, revenons à nos moutons. Je vous expliquais qu'une attaque de panique peut prendre différentes formes et nous avons vu les différents symptômes possibles qui sont liés au corps qui se prépare à l'action. Donc, pour rappel, il y a un stresseur qui va déclencher du stress. Ce stress provoque des signes physiques qui vont entraîner des interprétations catastrophes qui, à leur tour, augmentent le stress, formant ainsi un cercle vicieux. Pour pouvoir parler d'attaque de panique, il faut, premier point, au moins 4 des symptômes de la liste que nous avons vus précédemment. Mais également, c'est le deuxième point, qu'ils apparaissent dans une situation qui ne comporte pas de danger réel objectif, que l'on qualifiera de danger grave et imminent. Enfin, troisième point, pour parler d'une attaque de panique, l'anxiété doit suivre une courbe classique que voici. On voit sur cette courbe qu'il y a une montée assez rapide de l'anxiété, puis un plateau, et enfin une diminution progressive. L'anxiété est délimitée dans le temps. Il faut savoir que ce n'est pas possible, biologiquement parlant, que l'anxiété monte indéfiniment. De même, le plateau ne peut pas perdurer ad vitam aeternam. Le corps humain ne peut tout simplement pas faire ça. Ça va forcément finir par diminuer. Prenons l'exemple du fou rire. Quand on y regarde bien, ce serait l'intensité max de la joie. Le fou rire est certes plus agréable à vivre qu'une attaque de panique. Pourtant, au niveau physique, on retrouve quand même la sensation de s'étouffer, de ne plus avoir assez d'air, on a mal au ventre à force de rigoler, on a les yeux qui pleurent, on a chaud,
On est rouge et on n'arrive pas à s'arrêter de suite même si on le souhaite. Si on retirait l'émotion qui est plutôt agréable, les sensations physiques seules ne sont en revanche pas super confortables. Le truc c'est que on se sent bien donc ça ne va pas générer de l'angoisse, ça va pas ensemble. Ce fou rire, il va suivre exactement la même courbe. Il va monter rapidement, il va durer un certain temps, mais pas des heures non plus, puis il va redescendre petit à petit. Et même lorsqu'on relance la machine par un mot, un regard, ou ce que vous voulez, avec la personne avec qui on est en train de se prendre le fou rire, ça relance un peu la machine, mais on sent bien que ça diminue alors même qu'on essaye de le faire durer, et ça finit effectivement par s'arrêter. C'est biologique, le corps finit forcément par calmer le jeu, même quand on stimule la chose. Donc pour une attaque de panique, c'est exactement la même chose, ça finit par se calmer. Le hic, c'est que souvent, l'anxiété est tellement désagréable que la personne qui est dans une attaque de panique cherche par tous les moyens à calmer son anxiété, ce qui ne permet pas d'expérimenter la courbe jusqu'à la phase de descente. Et on va un peu y revenir. Pour résumer, avant de reparler de la courbe, pour parler d'une attaque de panique, il faut donc avoir au moins 4 symptômes de la liste, alors qu'on se trouve dans une situation sans danger réel, et que l'anxiété suive cette fameuse courbe de je monte assez rapidement, je fais un plateau, puis je diminue progressivement. Nous arrivons donc au deuxième temps. On a vu dans le premier temps comment se forme l'attaque de panique et en quoi elle consiste. Si on poursuit la chronologie, après la première attaque de panique, l'interprétation que quelque chose ne va pas a tendance à persister, ce qui va engendrer du stress, mais aussi la crainte que ça recommence. C'est la peur d'avoir peur. La personne va donc anticiper par crainte d'une nouvelle attaque de panique, ce qui augmente le stress. La personne est donc plus attentive aux symptômes, ce qui facilite une attaque de panique puisque la personne est stressée et attentive aux signes. Elle finit donc forcément par percevoir un signe physique de stress, ce qui conforte la personne dans l'idée qu'elle va refaire une crise, ce qui augmente encore plus le stress. On se retrouve donc à nouveau dans un cercle vicieux qui conduit à une deuxième attaque de panique. Et cette deuxième attaque de panique, elle va renforcer l'idée que quelque chose ne va pas, ce qui facilite l'apparition d'autres attaques de panique par la suite. C'est vraiment un engrenage qui se renforce par lui-même. Il peut donc y avoir plusieurs attaques de panique par la suite sur le même modèle, et lorsqu'il y a des attaques de panique récurrentes et inattendues, ainsi que la peur d'avoir une nouvelle attaque de panique, ou ça peut être la peur des conséquences de l'attaque de panique, alors on parle de trouble panique. Mais attention, tout d'abord, l'attaque de panique n'est pas un trouble à lui seul, ni une maladie. Il est également possible de faire une attaque de panique sans que ça ne se répète, et dans ce cas, on ne parlera pas de trouble, c'est juste une attaque de panique. Généralement, c'est la bonne identification de la crise comme étant une crise d'angoisse et non un problème de santé qui permet de ne pas transformer l'attaque de panique en trouble panique. Pareil, l'attaque de panique ne veut pas forcément dire TPA. Il est tout à fait possible d'avoir une attaque de panique dans d'autres troubles anxieux, comme par exemple la personne qui souffre d'une phobie des chiens peut faire une crise d'angoisse si elle se retrouve involontairement nez à nez avec un chien. L'attaque de panique n'est donc pas spécifique au trouble panique ou à l'agoraphobie. Si vous voulez, c'est un peu comme la toux. Lorsque vous toussez, ça peut être pour vous racler la gorge et rien de plus. Vous n'êtes pas malade. Par contre, si vous toussez un peu plus souvent, vous allez vous dire que quelque chose ne va pas et vous allez voir votre médecin. Mais la toux peut être le signe d'un rhume, d'une angine ou encore d'une pneumonie. C'est en fonction des autres symptômes que le médecin pourra poser un diagnostic. Eh bien, l'attaque de panique, c'est pareil. Une fois de temps en temps, c'est pas un problème. Il va falloir d'autres informations, si jamais ça se répète, pour savoir ce qui provoque ces attaques de panique. Ce qui est caractéristique du trouble panique, c'est que le signal d'alarme se déclenche parfois de façon inattendue et spontanée, ce qui ne va pas être le cas dans d'autres troubles anxieux. Cela peut donc arriver dans des situations différentes et non spécifiques, ce qui est différent de l'exemple de la phobie du chien où là, on a bien une situation spécifique et les attaques de panique apparaîtront que dans les situations avec les chiens. Vient ensuite le troisième temps qui là aussi n'est pas systématique, ça dépend des personnes. En gros, le cerveau fait une association entre les lieux où se sont produits les attaques de panique et l'attaque de panique en elle-même. Les lieux sont alors enregistrés comme à risque de déclencher une attaque de panique. Les lieux sont en quelque sorte étiquetés comme dangereux.
Le réflexe va donc être l'évitement des lieux en question pour éviter une nouvelle attaque de panique. Ce qui va avoir pour effet de renforcer la peur, entraînant de plus en plus d'évitements, ce qui peut donner lieu à une généralisation. La généralisation, c'est lorsque certains lieux deviennent anxiogènes, alors même que l'on n'a pas fait d'attaque de panique là-bas. Le cerveau généralise, si le lieu ressemble un peu à un lieu qu'on a blacklisté, alors il sera aussi mis dans la liste des lieux à éviter. Il y a donc de plus en plus de lieux évités, ce qui peut devenir vraiment handicapant. Après, là aussi, la généralisation n'est pas systématique, bien qu'elle soit quand même assez fréquente parce qu'elle est très liée au comportement d'évitement. On voit qu'ici aussi, il s'agit d'un cercle vicieux. J'ai peur de faire une attaque de panique, donc j'évite le lieu. Ça renforce ma peur de faire une attaque de panique, donc j'évite d'autant plus, etc., etc. Lorsque l'on a un trouble panique et que l'on évite des lieux, on parle alors de trouble panique avec agoraphobie. Sinon, quand on parle de trouble panique, en fait on parle de trouble panique sans agoraphobie. Il faut savoir que la majorité, mais pas la totalité, des personnes qui souffrent d'un trouble panique vont développer un certain degré d'agoraphobie du fait de cette volonté d'éviter certains lieux pour éviter d'avoir une nouvelle attaque de panique. Toutefois, bien que l'agoraphobie soit souvent une conséquence du trouble panique, il arrive aussi parfois qu'on puisse en souffrir sans qu'il y ait un trouble panique associé. Lorsqu'il y a l'agoraphobie seule, sans trouble panique, il faudra alors se baser sur les pensées anxiogènes afin de comprendre ce qui se cache derrière cette agoraphobie. Les pensées vont être un élément important dans la compréhension du trouble ainsi que par la suite pour le traitement. L'agoraphobie peut sembler curieuse de prime abord parce que la personne peut aussi bien avoir peur d'aller dans une salle de concert bondée comme de se retrouver en rase campagne sans rien aux alentours. Cela peut sembler étrange, mais en réalité c'est tout à fait logique lorsque l'on regarde de plus près les pensées justement. On va effectivement retrouver des pensées communes qui sont souvent du type « je ne vais pas pouvoir m'échapper » et ou « on ne pourra pas m'aider si jamais je me sens mal ». Ce sont vraiment les pensées typiques du TPA. Après, elles peuvent varier un petit peu au niveau du vocabulaire, mais c'est vraiment les deux idées principales. Cette idée de s'échapper va avec la notion d'évitement dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure. Il s'agit d'un terme courant, mais il est important qu'on se penche un peu plus sur ce qu'il signifie dans ce cadre. Comme je vous le disais tout à l'heure, lors d'une crise d'angoisse, l'anxiété est très élevée, ce qui est très désagréable. La réaction classique est donc de vouloir arrêter l'angoisse. C'est tout à fait humain et même vivant, je dirais, parce que les êtres vivants fonctionnent souvent sur une règle assez simple qui est je vais être attiré par ce qui est agréable, si c'est agréable, je vais continuer, etc. Et à l'inverse, si c'est désagréable, je vais éviter. C'est aussi un réflexe de survie. Si je mange quelque chose qui me rend malade, c'est désagréable comme moment, et je sais que je ne remangerai plus de cette baie toute mignonne mais toxique la prochaine fois. Donc une anxiété importante, c'est désagréable, donc ça va conduire à des stratégies pour diminuer cette anxiété, ce qui donne divers comportements sécurisants. Ces comportements vont en gros consister d'une manière ou d'une autre à éviter ou à s'échapper de la situation anxiogène. L'évitement, c'est tout simplement de ne pas se confronter à la situation, alors que l'échappement, c'est que l'on est dans la situation, mais que l'angoisse est telle que l'on s'enfuit de la situation, que ce soit physiquement ou mentalement. L'évitement et l'échappement sont deux comportements différents mais qui reviennent au même au final car ils ont les mêmes conséquences. En effet, ils vont permettre de soulager l'anxiété sur le moment, mais ils vont aussi empêcher d'expérimenter la fameuse courbe de l'anxiété qui monte rapidement, se stabilise puis redescend doucement. Comme la personne ne sait pas que l'anxiété va diminuer, cela va maintenir l'interprétation que quelque chose ne va pas, ce qui amènera d'autant plus la personne à éviter ou s'échapper de la situation comme on l'a vu tout à l'heure. Pour un soulagement sur le moment, ce comportement va donc avoir pour effet d'augmenter l'anxiété et d'aggraver le trouble au lieu de le résoudre. La sensation de soulagement est d'ailleurs un très bon indicateur pour identifier un évitement ou un échappement. Sur cette courbe, on peut voir la courbe classique ainsi que la courbe lorsqu'il y a un évitement. On voit que lorsqu'on évite une situation, l'anxiété redescend très vite. Plus vite, c'est vrai, que la courbe classique. Le souci, c'est que par la répétition des évitements, le niveau d'anxiété augmente pour une même situation. Ce qui veut dire que la fois suivante, dans la même situation, l'anxiété sera plus importante, et ainsi de suite au fil des évitements. En bref, retenez que l'évitement a pour conséquence de faire croître la peur.
À noter également que les émotions fortes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, vont diminuer les capacités à penser et à raisonner. On va donc fonctionner de façon, disons, plus primaire, ce qui facilite aussi le recours à l'évitement qui est une réaction assez instinctive puisqu'elle est liée à la survie. Donc vous l'aurez compris, l'évitement va avoir des effets négatifs. En fait, il va avoir des effets négatifs parce qu'il va empêcher de nouveaux apprentissages, notamment le fait d'apprendre que ce n'est pas si dangereux que ça, la situation en question. Il va diminuer le sentiment de maîtrise, c'est-à-dire qu'on accentue le sentiment que l'on n'est pas capable de faire face, et il va contaminer le quotidien par généralisation, dont nous avons déjà parlé, avec donc l'anxiété qui se porte sur de plus en plus de situations. Enfin, pour info, l'évitement est un mécanisme très courant et qui se retrouve dans tous les troubles anxieux en réalité et pas seulement dans le TPA.